Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite capsule. Aujourd'hui, donc, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment mettre en place un contrôleur de domaine Active Directory sous Windows Server 2019. Et ensuite, on va se créer un simple utilisateur afin que l'on puisse créer l'intégration d'un ordinateur client à notre annuaire Active Directory. Donc, première chose à regarder ensemble, ça sera au niveau du logiciel de virtualisation que vous utilisez. Dans l'exemple ici, je vais utiliser le logiciel VMware Workstation. Sachez toutefois qu'il est amplement possible de faire exactement la même chose en utilisant VirtualBox. Donc, vous allez évidemment avoir besoin de deux machines, soit un serveur. Donc, dans mon cas ici, j'utilise un serveur qui s'appelle 2K19-A. Et à ça, je vais également joindre un ordinateur client qui s'appelle W10A ici. Donc, pour les besoins de ce laboratoire-là, on va premièrement aller voir au niveau des paramètres de notre machine virtuelle. Et on va devoir configurer nos adapteurs réseau convenablement. Donc, premièrement, vous voyez ici, dans mon cas, j'en ai deux. Donc, inutile d'en avoir deux. Je vais donc en supprimer une. Et je vais garder cet adapteur-là ici. Et on va la définir sur LAN segment. Donc, LAN segment ici. Et ce sera important d'avoir au moins un LAN de créer. Donc, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Ça sera important ici d'utiliser l'un d'entre eux. Donc, dans mon cas, j'utilise LAN 1. Pourquoi LAN segment? Ben, c'est en fait tout simplement la création d'un réseau qui est complètement virtualisé et qui n'aura aucune incidence ni aucun lien avec le réseau réel sur la machine physique que j'utilise actuellement. Donc vraiment, le but, c'est de créer un lien entre nos machines qui est complètement virtualisé et qui n'a pas d'accès à l'externe. Donc, voilà. On va faire la même chose au niveau de notre client, Windows 10A ici. On va venir tout simplement s'assurer encore une fois qu'on est sur le même LAN segment. C'est important d'avoir exactement la même chose. Donc, évidemment, si j'en utilisais un autre, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ici, LAN 1 comme ceci. Dans VirtualBox, si vous êtes des fans de VirtualBox, ce sera important d'utiliser ce qu'on va appeler le réseau interne. Donc, si je lance l'application ici, bon, j'ai pas de machine, mais peut-être que simplement pour vous montrer ce dont je parle, je vais en importer une, juste pour vous montrer tout simplement comment aller configurer le réseau. Donc, j'importe une machine et je vais vous montrer au niveau de la configuration réseau comment ça fonctionne au niveau de VirtualBox, mais je vais quand même continuer mon exemple avec Workstation. Donc, ça ne devrait pas prendre énormément de temps. OK, voilà. Donc ici, j'ai mon serveur 2019. Dans VirtualBox, vous allez aller dans Configuration et au niveau du réseau ici, vous venez changer le mode d'accès pour exactement ça, réseau interne. Donc c'est c'est un peu l'équivalent du LAN segment dans VMware Workstation. Donc voilà pour VirtualBox. Je reviens ici. Donc évidemment, on va démarrer notre serveur. Donc voilà. Donc, une fois le serveur démarré, on ouvre tout simplement une session. Et là, on aura quelques préalables ou prérequis à compléter avant même de penser pouvoir installer les services Active Directory. Donc, quand que votre serveur aura terminé de redémarrer,
il y a quelques petites choses qui seraient importantes à prendre en considération. Premièrement, il y a le nom de l'ordinateur. Donc, un nom comme ça, c'est vraiment pas pratique, d'autant plus que c'est pour un serveur dans ce cas-ci. Donc, on va changer le nom de ce serveur-là et on va lui donner un nom qui est plus représentatif. Vous pourriez l'appeler par exemple SRV, DC pour Domain Controller. Bref, nommez-le comme vous voulez. L'important, c'est que ce nom-là soit relativement représentatif. Donc moi, pour ma part, je vais garder le même nom que j'ai octroyé à ma machine virtuelle, soit 2K19-A. Et je vais tout simplement cliquer sur OK comme ceci. On va me dire que je vais avoir à redémarrer éventuellement, mais je ne le ferai pas immédiatement. Deuxième petite chose à changer, ce sera au niveau de la configuration de sécurité renforcée d'Internet Explorer. C'est sûr que dans le laboratoire présent, on n'aura pas besoin d'utiliser Internet Explorer, on n'aura même pas en fait d'accès à Internet, mais cette configuration de sécurité-là risque d'être, je dirais, dans vos jambes si un jour ou l'autre vous avez à utiliser Internet Explorer, ne serait-ce que pour aller télécharger un fichier ou deux sur Internet. Donc, moi, j'ai pris pour habitude de désactiver cette configuration de sécurité renforcée-là. Donc, voilà. Est-ce que je l'ai faite? Oui, désactiver. Voilà. Ensuite de ça, on aura évidemment une adresse IP statique à aller configurer. Sachez-le, aussitôt qu'on installe un serveur habituellement, automatiquement, on va parler de adressage IP statique. Donc, j'ai une carte réseau ici. Cette carte réseau-là, je vous suggère et je vous recommande fortement de prendre l'habitude de renommer ces cartes-là parce que dans un futur rapproché, vous pourriez avoir besoin de plus qu'une carte réseau. Et quand on a 3 ou 4 cartes réseau qui s'appellent Ethernet 0, 1, 2, 3, ça ne nous donne pas d'indication vraiment de quelle carte il s'agit puis sur quoi on travaille. Tandis que là, je sais qu'en l'appelant LAN 1, ben, je travaille sur mon segment LAN qui s'intitule LAN 1 également. Donc, on s'en vient tout simplement dans Propriétés, TCP/IP, la version 4 évidemment. Et donc ici, on aura une adresse IP statique à mettre. Bon, habituellement, on vous indique dans les laboratoires ou peut-être que vous avez déjà une infrastructure en place. Bref, vous mettez une adresse IP qui correspond à vos besoins. Donc, dans mon cas, je vais utiliser le 192.168.20.1. Donc, on essaie de garder les premières adresses d'une plage généralement pour les serveurs. On travaille en /24, donc 3 fois 255.0 pour le masque de sous-réseau. Au niveau de la passerelle par défaut, ben ici, j'ai aucun routage à configurer, j'ai pas d'autres réseaux, j'ai pas d'accès à Internet non plus. Donc, ici, j'ai pas de passerelle à configurer aucunement. Donc, j'ai pas à m'en soucier. Au niveau du serveur DNS, comme on installe un Active Directory, on va avoir besoin d'un serveur DNS fonctionnel sur ce serveur-là. Donc, on va indiquer notre propre carte réseau comme étant le serveur DNS à utiliser. Et on verra que pour le DNS, on n'a pas à s'en soucier lorsqu'on installe Active Directory puisque Windows va s'en charger de l'installer en même temps s'il ne le trouve pas. Donc, on confirme le tout. Dernier petit prérequis avant de procéder à l'installation des services. Peut-être aurez-vous pas ça, mais dans mon cas, j'utilise une version d'évaluation de Windows Server. On voit ici que la licence est expirée, donc il y a moyen de réinitialiser cette licence-là pour une période de 6 mois. Si vous ne le faites pas, ce qui va arriver, c'est que votre Windows Server risque de s'éteindre aléatoirement. Et donc, on s'entend que quand on essaie de faire un laboratoire de réseau, d'avoir un serveur qui s'éteint ici et là, c'est vraiment dérangeant. Donc, la commande pour réinitialiser cette licence d'évaluation-là, c'est tout simplement slmgr/rearm. On entre cette commande-là, on va avoir une confirmation que le script s'est bien exécuté et on va devoir redémarrer. De toute façon, on a fait plusieurs modifications au système, donc
c'est toujours bien de redémarrer pour s'assurer d'avoir un système qui a pris en compte toutes les configurations qu'on lui a indiquées. OK, donc une fois notre Windows Server bien démarré, on sera prêt à mettre en place nos services Active Directory. Et là, on va y aller au plus basique qui soit, c'est-à-dire qu'on va installer les services, créer un seul utilisateur et on va intégrer un ordinateur à notre annuaire Active Directory. Donc, il se peut qu'au démarrage de votre Windows Server, vous ayez des services comme ça qui apparaissent en rouge. Allez tout simplement voir ce que c'est. Je vous dirais que 95% du temps, il s'agit de services qui sont en début différé. Donc, vous pouvez tout simplement laisser ça tel quel et ces services-là finiront par démarrer. Ou encore, vous pouvez les sélectionner comme ça, faire un clic droit et on va cliquer sur « Démarrer les services » comme ceci. Donc, ça va démarrer les services et le tout devrait redevenir en vert d'ici quelques secondes. Voilà qui est fait. Maintenant, donc, pour installer nos services Active Directory, on va aller ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je vais ignorer cette page-là pour les prochaines fois et je veux installer un serveur basé sur un rôle ou une fonctionnalité. Donc, il s'agit bien du serveur qui est concerné pour l'installation. Je clique sur Suivant. Et les rôles qui vont m'intéresser, ce sera les services ADDS. Donc, pour Active Directory Domain Services, j'ajoute les fonctionnalités. Et au passage, je vais également en profiter pour m'installer un serveur DHCP. Donc, le serveur DHCP qui nous permet de d'octroyer des adresses IP ainsi que des paramètres de connexion à nos clients. On remarquera que le serveur DNS est ici, mais je ne le cocherai pas puisque Active Directory, en fait Windows, lorsqu'il va installer mes services Active Directory, va s'occuper d'installer en même temps le serveur DNS. Donc, je fais Suivant. Sur la page des fonctionnalités, il n'y a rien qui m'intéresse. Je fais Suivant. Je fais encore Suivant. Encore une fois. Et à la page de confirmation, il ne me restera qu'à installer. OK, donc l'installation c'est terminé. Pour l'instant, je vais me contenter de fermer la fenêtre ici. Et vous allez avoir une petite notification. En fait, vous allez en avoir deux. La première notification, c'est celle qui demande de terminer la configuration des DHCP. Je ne le ferai pas tout de suite parce que c'est toujours bon d'installer l'Active Directory en premier, étant donné que le DHCP doit être autorisé au sein de l'annuaire Active Directory. Donc, je vais promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine en premier. Maintenant, dans la fenêtre qui va s'ouvrir, on a plusieurs choix. Donc, ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, ben non, ce n'est pas ce qui nous concerne. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante, on n'a pas non plus de forêt. Alors donc, vous aurez compris que ce qui nous intéresse, c'est ajouter une nouvelle forêt. Donc, on nous demande de spécifier un nom de domaine racine. Pourquoi domaine racine? Ben, tout simplement parce que ce sera officiellement le premier domaine de la forêt. Alors, je vais me contenter d'écrire gabriel.local.
en tant que nom de domaine. Je clique sur Suivant. Ensuite de ça, au niveau des niveaux fonctionnels, on peut laisser ça tel quel, Windows Server 2016. De toute façon, je vous dirais que les 2008 et 2012 de ce monde, on ne les utilisera probablement pas dans le cadre du cours. Ensuite, au niveau des fonctionnalités du contrôleur de domaine, je vous en avais parlé, le serveur DNS sera donc installé. Et on a le catalogue global qui sera obligatoirement sur notre contrôleur de domaine puisqu'il s'agit du seul et unique contrôleur de domaine dans notre infrastructure. Alors donc, c'est le seul qui peut accueillir le catalogue global. Au niveau du mot de passe de restauration, vous pouvez en choisir un qui vous convient. L'important, c'est que vous vous en souveniez. On fait suivant. Il n'y a pas de délégation DNS parce que tout simplement, il n'y a pas en ce moment de serveur DNS même de configurer et encore moins de zone. Donc, ce sera effectivement impossible, comme Windows l'indique, de créer une délégation quelconque. On verra par exemple dans d'autres laboratoires et dans d'autres cours comment il est possible de créer une délégation et à quoi ça peut servir. Le nom de domaine NetBIOS généralement se remplit automatiquement. Windows, par défaut, va prendre le nom du domaine que vous avez choisi sans suffixe. Donc, ici, mon nom de domaine était gabriel.local, alors mon nom de domaine NetBIOS sera Gabriel, en majuscule, pardon, sans suffixe. On poursuit. Donc, ici, on a les emplacements de certains fichiers critiques. Donc, dossier de la base de données Active Directory qui contient l'ensemble de l'infrastructure, les objets, etc. Donc, dans CWindows NTDS, les fichiers journaux qui contiendront les événements importants, voire critiques de notre infra Active Directory. Et le dossier sysvol qui contiendra les politiques de sécurité, les politiques de stratégie de groupe, ainsi que les scripts nécessaires à nos clients dans Active Directory. Donc, ces chemins-là, généralement, on les laisse tels quels, à moins que vous ayez vraiment des besoins particuliers ou une infrastructure propre à votre entreprise, mais sinon, on laisse ça tel quel. Au niveau des options, on valide tout ce qu'on a rempli préalablement. Donc, vous pouvez relire toutes les options que vous avez choisies. Et finalement, Windows effectuera une vérification lui-même afin de s'assurer que tout est en ordre pour l'installation des services. Vous verrez qu'il va également nous réitérer encore une fois qu'il est impossible de créer une délégation DNS. Donc ça, il nous en avait déjà avisé. Et il y a un paramètre de sécurité au niveau des algorithmes de chiffrement. Dans le fond, c'est un paramètre qui permet d'utiliser des algorithmes de chiffrement faibles. Dans le fond, c'est un simple avertissement afin de nous aviser que ce paramètre-là peut facilement être désactivé afin d'éviter des brèches de sécurité. Donc, on est prêt à installer. On clique tout simplement sur Installation. Donc, généralement, l'installation elle-même ne prend pas tant de temps, mais suite à l'installation, il y aura un redémarrage. Et ce redémarrage-là, lui, peut facilement prendre un 5 à 10 minutes, dépendamment des machines virtuelles que vous avez mis en place. Donc voilà, on a un redémarrage qui va commencer.
Notre contrôleur de domaine a terminé son redémarrage. Donc cette fois-ci, vous allez remarquer que devant l'utilisateur administrateur, on a le nom de domaine NetBIOS qui s'est ajouté. Donc on est vraiment dans une infrastructure de domaine. On va aller voir qu'est-ce qui se passe maintenant avec notre serveur. Donc on devrait voir les services apparaître d'ici peu. Donc les voici, les voilà. Ici, il s'agit du gestionnaire de cartes. J'en ai pas besoin. Donc on voit effectivement qu'on a notre Active Directory qui s'est installé et regardez également, on a un service DNS qui s'est installé en même temps. Donc maintenant, on a toujours une notification restante ici. Il s'agit de la notification pour notre serveur DHCP. Donc on peut maintenant cliquer sur terminer la configuration. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va voir qu'il y a des groupes de sécurité qui vont se créer pour l'administration du DHCP, mais en même temps, on a aussi une autorisation pour le serveur DHCP qui va se créer dans notre Active Directory puisque notre serveur appartient à un domaine. Donc, vous voyez, en faisant l'Active Directory en premier lieu, l'autorisation du DHCP se fait un peu plus aisément. Donc, voici le compte qu'on utilise maintenant pour autoriser le DHCP. On valide et voilà. Donc maintenant, évidemment, il nous restera une étendue à nous faire dans notre DHCP pour être en mesure de distribuer des informations à nos clients. Donc, ce que je m'apprête à faire à cet instant. Donc, dans IPv4, on vient se créer une nouvelle étendue qu'on pourrait appeler par exemple labo. Les adresses IP de début, dans mon cas, j'ai utilisé une adresse en .20 sur mon serveur. Donc évidemment, il faudra distribuer du .20. Et je vais distribuer, tiens, de .20.100 à .20.125 comme suit. J'ai pas d'exclusion ni de retard à configurer. Pour les besoins de la cause, un bail de 2 jours, ce sera plus que suffisant. On va configurer nos options dès maintenant. Donc, est-ce que je veux octroyer un routeur ou une passerelle par défaut à mes clients? La réponse c'est non dans mon cas puisque je n'ai pas d'autre réseau que le réseau local. Donc, mes clients ne pourront pas communiquer avec rien d'autre de ce qui se trouve sur le réseau local. Si par exemple j'avais eu un autre réseau en 192.168.30, exemple, j'aurais pu ici donner une passerelle à mes clients afin que mon serveur puisse faire le routage des paquets. Mais ce n'est pas le cas, donc je poursuis. Au niveau du domaine parent, Gabriel.local, c'est parfait. Le serveur DNS, c'est mon serveur 2019. Donc les configurations sont déjà bonnes. Au niveau du serveur Windows, on n'en a pas mis, donc on peut se contenter de faire suivant et on active notre étendue. Voilà. Donc, on distribue maintenant officiellement des adresses IP sur le réseau. Finalement, il nous restera un utilisateur à les configurer pour notre Active Directory afin de faire un test sur un ordinateur client. Donc, dans le menu Outils, on vient ouvrir Utilisateur et ordinateur Active Directory. On a un panneau qui s'ouvre dans lequel on verra s'afficher notre annuaire. Donc, on voit ici qu'il y a déjà plusieurs objets et plusieurs unités d'organisation qui se créent lorsqu'on installe notre Active Directory. On aura l'occasion de faire le tour de ces unités-là. Mais pour aujourd'hui, vous pouvez tout simplement vous contenter de faire une nouvelle unité d'organisation. Unité d'organisation qui pourra contenir d'autres objets. Donc, on va appeler cette unité-là, par exemple, Labo. Ici. Et dans Labo, je vais me créer un utilisateur. Donc, un nouvel utilisateur que je vais appeler, par exemple, James Web. Le nom d'ouverture de session, ce sera j.web comme suit. On va lui mettre un mot de passe.
comme ceci. Suivant, terminé. Donc, on a maintenant un utilisateur qui est prêt à être utilisé au sein de l'infrastructure Active Directory. Maintenant, je vais me diriger vers mon client que je peux officiellement démarrer. Donc, le client, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne l'a toujours pas intégré à Active Directory. Donc, pour l'intégrer à notre domaine, il faudra faire quelques manipulations. Donc, déjà, on a reçu un DHCP, c'est très bon signe. Donc, on peut autoriser le partage, etc. De toute façon, ce PC-là fera partie de l'infrastructure Active Directory. Donc, on sait que c'est un PC qui est autorisé. On va aller voir nos informations IP. Donc, et on va aller les voir en détail. Donc, on voit qu'on a vraiment reçu une adresse qui fait partie de notre plage DHCP. On voit également que notre serveur DHCP, c'est bel et bien notre 2019. Et on a un serveur DNS qui est 2019 également et qui sera très important pour joindre l'ordinateur au domaine. Si cette information-là ici, elle est erronée ou manquante, vous ne serez jamais en mesure de joindre le domaine. Donc, pour joindre le domaine, justement, on va ouvrir l'explorateur Windows. On va faire un clic droit sur ce PC et on va se diriger sur Propriétés. Dans Propriétés, on va venir sélectionner les paramètres de système avancé. Et dans cette fenêtre-là, on vient sélectionner l'onglet Nom de l'ordinateur. Donc, on va venir ici sélectionner le bouton Modifier. Et là, on va donner un nom qui est plus intéressant à notre PC. Donc, ici, on pourrait par exemple l'appeler Windows 10-A. Et je vais venir indiquer qu'il est membre d'un domaine. Donc, ce domaine-là, c'est gabriel.local que nous avons créé. Je clique OK. Si tout se passe bien, vous devriez avoir cette fenêtre-là. Et pour joindre un ordinateur au domaine, il faudra utiliser un nom et un mot de passe d'un compte autorisé. Donc, on utilise par exemple administrateur et c'est l'administrateur du serveur qui est autorisé à ajouter un ordinateur dans le domaine. Si tout s'est bien déroulé, vous allez avoir un beau message de bienvenue comme suit. On clique sur OK. On aura besoin de redémarrer. Pendant le redémarrage du client, je vais vous montrer un petit quelque chose. Donc, on peut venir dans le serveur ici. Et si, toujours dans la fenêtre utilisateur et ordinateur Active Directory, vous venez cliquer sur Computers, vous voyez que notre ordinateur Windows 10A est bel et bien ajouté à notre infrastructure Active Directory. Donc, on a un objet qui s'est créé et qui sera maintenant gérable directement depuis cette fenêtre-là. Donc, notre ordinateur a terminé de redémarrer et maintenant, on va cliquer sur Autre utilisateur et on va voir qu'on peut maintenant se connecter à Gabriel qui est notre nom de domaine NetBIOS. Donc, je vais utiliser le compte que j'ai créé, soit celui de James Webb, donc j.web. J'entre le mot de passe. Voilà, donc on a une ouverture de session sur un ordinateur qui est connecté au domaine. Et cet utilisateur-là n'a jamais été créé localement dans l'ordinateur. La seule place où on a créé James Webb, c'est dans le serveur. Et donc, on voit qu'on a vraiment une gestion qui est faite au niveau du serveur. Donc voilà, notre session est ouverte
Et c'est comme ça qu'il est possible de créer une infrastructure Active Directory avec un serveur, donc une infrastructure minimale, et qu'il est possible de se créer un utilisateur et d'utiliser cet utilisateur-là sur un ordinateur qui fait partie du domaine. Donc, j'espère que ça vous aura éclairci et que ça vous aura aidé à mettre en place votre premier domaine ainsi que votre premier contrôleur de domaine Active Directory.